Je vais tout écouter. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. My fellow Americans, this is Liberation Day. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. United Kingdom, 10%. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. European Union, they're very tough, very, very tough traders. 39%, we're going to charge them 20%. Tous les économistes sont d'accord pour dire que c'est une catastrophe. La guerre commerciale de Donald Trump se concentre désormais sur la Chine. Le Made in China est désormais surtaxé de 125% aux États-Unis. Alors parlons vrai. Est-ce qu'en cas d'offensive chinoise sur l'Europe pour faire tourner leurs usines qui ne tourneront plus pour les États-Unis, cela risquerait d'être le coup fatal pour les industries européennes? Et à cette question, fermeture du marché américain, craignez-vous une submersion de l'Europe par les produits chinois? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On peut dire, Philippe Bilger, que là, le chiffre de autant de 125%, là, je dois dire qu'on n'imaginait pas ça aujourd'hui. D'abord, à la question de Sud Radio, j'ai envie de faire une réponse peut-être de profane en disant attendons, il y a tant de changements chaque jour qu'il est peut-être difficile de formuler une interrogation sur le futur du commerce et de la finance chinoise. Deuxième élément, comme quelqu'un qui ne maîtrise pas aussi bien ces phénomènes, et je le dis sans ironie, qu'Éric Revel, j'ai eu l'impression depuis quelques jours d'un immense jeu de massacre, d'une espèce de Monopoly mondial où, avec un animateur parfois délirant, on avait l'impression qu'on n'était plus dans un monde sérieux. Et puis j'ai écouté des analystes, eux pertinents, qui m'ont dit mais au contraire, il y a un dessein très clair et très cohérent de la part de Donald Trump, et tout ça ne relève pas d'un jeu. Et donc j'en suis là, et ça devient très inquiétant de la part, en effet, de Donald Trump et peut-être de la Chine qui n'est pas prête à se laisser faire. Éric Revel, j'allais dire Donald Trump. Écoutez, oui, non, le risque, il est évident. C'est-à-dire que dès l'instant où les droits de douane imposés par les Américains aux produits chinois vont atteindre les niveaux, s'ils sont mis en application, parce que je pense que là, ils ont atteint un tel niveau qu'en fait, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc, je pense qu'il y aura une négo à un moment donné entre le président chinois et Donald Trump. Bon, mais admettons qu'il reste sur ces droits de douane. C'est taxé à 125% aussi pour les États-Unis. S'il reste à ce niveau de droits de douane, évidemment, pas que les produits chinois, les produits asiatiques en général vont venir submerger l'Europe dans pratiquement tous les secteurs, dans pratiquement tous les secteurs, de la pièce automobile aux composants, voire même des produits agricoles en fait, même voire des produits agricoles. Donc il y a un vrai sujet. D'ailleurs, est-ce que l'Union européenne, pour une fois, pourrait pas mettre en place des barrières tarifaires aussi pour empêcher ces produits asiatiques? Parce que c'est contraire à la religion et aux dogmes de la Commission européenne. C'est pour ça que le jour de mon anniversaire, je faisais un rêve, si vous voulez. Je me disais, est-ce que pour une fois, l'Europe pourrait pas protéger les nations qui en font partie? Parce que derrière, là on dit les produits chinois vont submerger le continent européen, mais derrière, ça veut dire que vous allez avoir des PME, des TPE, pas qu'en France, qui vont être mises en faillite parce qu'elles ne seront plus concurrentielles. Elles ne pourront plus écouler leurs propres produits. Donc là, il y a un sujet majeur. Alors, Philippe Bilger parlait d'une stratégie cohérente de Donald Trump. Alors, j'ai lu plusieurs choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une vraie bagarre depuis le début sur cette question de commerce entre Peter Navarro, qui est le représentant du commerce de Donald Trump, et disons des gens comme Stephen Miran ou le secrétaire d'État au Trésor, qui sont eux plutôt pour la négo. Si vous voulez, c'est un peu comme la guerre en Irak. Vous vous souvenez, il y avait les faucons qui étaient des pro-guerre autour de Bush, et puis il y avait les colombes. Et bien là, de la même manière, sur cette question-là, vous avez les faucons de la barrière douanière et les colombes de la négociation. Et suivant, c'est pour ça que j'aimerais bien trouver une stratégie à Donald Trump, mais suivant les jours et suivant
les négociations en cours, c'est les faucons ou les colombes qui gagnent, ce qui fait que les marchés boursiers, c'est important pour les Américains qui mettent beaucoup d'économies, un coup ils montent, un coup ils baissent. Moi je pense que ce qui est important, c'est bien dissocier dans l'esprit des gens, parce que le terme de guerre commerciale est utilisé par tous les médias depuis plusieurs semaines, sans qu'on définisse ce que c'est exactement. C'est plus un terme journalistique qu'un terme scientifique en réalité. Ça veut rien dire en soi, la guerre commerciale. Le protectionnisme, en revanche, ça veut dire quelque chose. Et effectivement, ce que fait Donald Trump, c'est pas du protectionnisme intelligent, comme ça serait pertinent de le faire aux frontières de l'Europe. Ça a été un peu suggéré à l'instant. Aux frontières de l'Europe, effectivement, ça serait pertinent. Plein de gens, évidemment, le militent pour ça, à gauche, mais pas seulement d'ailleurs, chez les écologistes de manière générale, depuis pas mal de temps, pour qu'il y ait effectivement des niveaux de standards sociaux, écologiques qui soient respectés, qu'on n'importe pas, évidemment, des produits qui soient traités de la même manière lorsqu'ils ont été conçus par des enfants, lorsqu'ils respectent aucune norme sanitaire, environnementale, etc., etc. Donc ça, c'est tout à fait pertinent, mais ça ne correspond pas du tout à ce que fait Trump aux États-Unis, parce que là, il s'attaque évidemment de manière indifférenciée à l'ensemble des pays avec qui les États-Unis commercent, ce qui va d'ailleurs créer de l'inflation pour les Américains, parce qu'ils vont continuer à importer des produits qui viennent de l'étranger, donc ça va évidemment créer de l'inflation à un niveau plus ou moins élevé selon le niveau des droits de douane. Surtout, ça déstabilise l'ordre mondial au niveau commercial. Donc ça démontre une nouvelle fois cette logique impérialiste et extrêmement brutale du président américain. Vous excluez, une seconde, Eric, vous excluez le fait que Donald Trump, pour faire plaisir à certains amis, ait pu commettre des... Non, je n'exclus pas, des délits d'initiés. Oui, alors moi je pense pas que j'ose pas imaginer un seul instant que le président des États-Unis soit livré à des délits d'initiés. En revanche, ce qui est possible, c'est que quelques heures avant de prendre sa décision entre les faucons de la barrière tarifaire et les colombes de la négociation, il est dans une réunion, dit qu'il allait plutôt proposer ça. Et là, évidemment, ceux qui sont dans cette réunion et qui ont cette information peuvent s'en servir pour acheter ou pour vendre des actions. Et là, ça s'appelle des initiés. Mais s'il y a une stratégie, alors j'essaie d'en trouver une, il y en a une au moins, qu'on peut imaginer, c'est que en réalité, il est en train de. C'est pas un joueur d'échecs, Donald Trump. C'est un négociateur. C'est plus un négociateur qu'un homme politique. Donc en fait, il joue pas aux échecs, il renverse le jeu d'échecs pour dire maintenant, voici les pièces avec lesquelles on va jouer. C'est très différent. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, tout le système qu'on a connu pendant des années, qui est né après les accords de Bretton Woods, qui ont donné naissance au FMI, à la Banque mondiale, puis à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui normalement, dans ses capacités, doit gérer ces problèmes et rappeler à l'ordre les États qui dépassent les bornes, et c'est le cas pour les États-Unis. Bien, toutes ces organisations internationales, à mon avis, sont en train de disparaître. Alors, pourquoi ? Parce que on a eu une mondialisation économique qu'on nous avait décrite comme heureuse et qui s'est traduite aux États-Unis comme en France par une désindustrialisation massive. Donc, je pense que le système qui va naître derrière, et ça fera pas plaisir à Monsieur Conan, c'est que en réalité, on va passer d'une mondialisation qui n'était pas du tout heureuse, qui était destructrice d'entreprises de secteur industriel, à un système beaucoup plus libéral où les nations, si elles ne sont pas englobées et enquistées dans un espace européen, vont défendre leurs propres intérêts. Souvenez du mot de Gaulle, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont des intérêts. Voilà. Je pense qu'on arrive dans ce monde-là, qui va être un monde beaucoup plus sauvage et difficile que celui qu'on a connu. Mais quand même, je voudrais poser une question. Quand on voit que Trump, en 10 secondes, il dit 93%, 30%, l'Europe est incapable de faire quoi que ce soit parce que l'Allemagne, la commissaire allemande, la présidente défend les intérêts allemands avant tout, etc. Est-ce que si c'est nous qui décidions pour nous-mêmes, on pourrait pas riposter pied à pied et qu'on serait beaucoup plus efficace? C'est pas politiquement correct à demander. Hein. Mais là, l'Europe a quand même une carte à jouer, et c'est ce qu'elle essaye de faire depuis quelques semaines. Elle la joue pas si mal, effectivement, je trouve, parce qu'elle impose un peu sa propre voix. C'est quand même un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs qu'il faut pas mépriser. D'ailleurs, Trump s'en rend compte. Et donc, je pense que c'est aussi le moment d'imposer un modèle qui soit évidemment pas le modèle américain, qui soit différent, mais qui soit également puissant. Allez, voilà. 0826 300 300 avec Arnaud qui est avec nous. La réaction, Arnaud? Oui, bonsoir. Écoutez, oui, je suis tout à fait à l'analyse d'Éric Revel, auquel je souhaite un bon anniversaire d'ailleurs. Ah, c'est trop gentil, Arnaud. Vous êtes le premier, j'oublierai pas. Hein. Mais
mais effectivement, nous ici à Vannes, on a déjà des problèmes avec Michelin, parce que voilà, la globalisation fait qu'on a des licenciements à tire-larigot, et en plus on est gouverné par un globaliste, donc ça va très très mal pour nous. Alors que Trump, lui, raisonne en défendant America First, quoi. Donc nous, c'est pas du tout France d'abord. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai quand même moi j'ai une question à vous poser, Eric Revel. Est-ce que ça veut dire que là, les patrons du CAC 40 naviguent à vue ? Si vous voulez, ils sont dans une incertitude totale. Parce que entre les appels du pied de Trump pour que des groupes étrangers viennent investir aux États-Unis, bénéficient d'une énergie pas chère qui s'appelle le gaz de schiste, bénéficient de ce qu'on appelait l'Inflation Reduction Act qui avait été mis en place par Biden, qui sont des subventions colossales aux groupes étrangers qui viennent. Aux USA. En fait, Arnaud a raison. Au moins, on peut pas dire que Trump nous a trompés. Il a dit l'Amérique d'abord. Donc en fait, son but, c'est de réindustrialiser l'Amérique. Je vous rappelle que l'histoire de droits de douane, il le fait pas juste pour déstabiliser le monde entier. Il le fait parce qu'il veut des recettes pour baisser le niveau d'impôt des Américains. America First, deuxièmement. Donc en fait, s'il arrive à faire ça, si l'Europe ne réagit pas, on va être siphonné de ce qui nous reste. Mais où je trouve que l'Europe a pas si mal réagi, et Dieu sait que je ne défends pas Madame von der Leyen, qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, et qu'elle ne sera jamais, c'est-à-dire quelqu'un d'élu par nos suffrages. Mais où l'Europe s'est pas trop mal débrouillée, c'est qu'en fait, et c'est un peu à la suite de son plein gré, comme ils ont mis beaucoup de temps à réagir, parce qu'à 27 c'est compliqué de se mettre d'accord, comme ils ont mis du temps pour réagir, en fait ils ont donné l'impression à Trump qu'il ne répondait pas à sa provocation. Du coup, Trump hier soir a dit, l'Europe, alors il a dit, c'était dur à cuire, ce qu'il dit, tough commercial, mais Trump a dit, l'Europe est très intelligente. L'Europe a réagi de manière très intelligente en ne prenant pas de sanctions immédiates. Et je rappelle que la pire des sanctions que pourrait prendre l'Europe, c'est pas d'augmenter les tarifs douanier, c'est de mettre en place ce qu'on appelle son règlement anti-coercition, qui interdirait aux fonds américains, aux banques américaines d'investir en France, et qui interdirait aux groupes américains, c'est dans la législation européenne, de répondre à des appels d'offres publics en Europe. Et ça, mais on l'a pas dégainé, parce qu'on a pris du temps comme d'habitude, parce qu'on est d'accord sur rien. Et du coup, cette mise en patience, cette attente, s'est traduite par Trump en disant, au moins vous avez pas réagi bêtement, vous avez pas réagi rapidement, vous avez été sage, donc vous êtes intelligent. Voilà. Et on s'en tire plutôt bien, parce qu'on était parti sur 20%, on est à 10% maintenant. Mais au cas, on l'aurait quand même oublié, ça montre quand même très précisément cette phase actuelle, que le nationalisme, c'est la guerre. Enfin, je veux dire, plein de gens l'ont dit. Ça, c'est François Mitterrand qui l'avait dit en 95. Mais pas seulement, il y a même chez Michel Foucault, il y a plein de choses qui comparent le nationalisme et la guerre. Mais effectivement, là, on est vraiment exactement dans ce moment-là. Pour ceux qui seraient tentés en France, par exemple, d'avoir ce type d'attitude et de politique, je pense que ça peut vraiment les dissuader. Ce serait peut-être une bonne chose. Non, je rappelle quand même que François Mitterrand avait dit aussi, les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est. Et d'ailleurs, en parlant de pacifistes, alors que la guerre bruisse à tous les niveaux, défense européenne, des canons en Ukraine, il n'y a plus aucun mouvement pacifiste. Vous avez remarqué ? Il n'y a plus personne. Comme si tout le monde, vous voyez, on avait basculé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, c'est très juste. Je suis d'accord. C'est très juste. C'est vrai. Eric, vous qui êtes économiste de formation, il n'y a pas une question qu'on n'a pas posée. C'est le problème il est économiste tout court, hein. Pas que de formation. Non, économiste, il a fait une formation. Il a peut-être un diplôme qui s'appelle économiste de formation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui va se poser sur la parité euro-yuan, notamment sur l'agressivité des produits chinois, parce que l'euro est par exemple surévalué pour des pays comme la France? Oui, alors vous avez raison. Il y a aussi ce qu'on appelle les règles de parité monétaire. Alors c'est pardon, je vais être un tout petit peu technique. Allez-y. Je crois que c'est 1985 ce qu'on a appelé les accords de Plaza, qui est en fait un accord entre les différentes devises. C'est-à-dire que quand votre devise se déprécie trop, vous devez demander à votre banque centrale d'agir pour que votre devise remonte. Mais en fait, Trump, il est en train aussi de balayer tout ça. Je vous parlais des institutions de Bretton Woods, mais ces accords-là, il est en train. Moi, j'ai envie de dire, il est en train de signer avec lui-même les accords de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, oui. Le nom de son golfe. Oui. En fait, c'est ça qu'il est en train de mettre en place tout seul. C'est-à-dire que les accords internationaux, j'ai l'impression qu'il s'assoit dessus. Et en fait, sans être trop ironique, en fait, il signe avec lui-même, quand il signe des décrets dans son bureau, là où il a son golfe, ou là où il a son golfe, en fait, il est en train de mettre en place ces accords. Et vous avez raison, la question des parités des monnaies va devenir déterminante. Et on peut se demander aussi si Trump n'est pas en train de, volontairement, de faire déprécier le dollar. Parce qu'en réalité, le meilleur avantage comparatif quand vous devez exporter, c'est la dévaluation.
c'est une dévaluation compétitive qui vous redonne des marges de manœuvre. Et l'autre point aussi, c'est que l'inflation qui va probablement être créée va effacer aussi une partie de l'énorme dette américaine. Merci en tout cas, merci messieurs. Arnaud, vous restez avec nous, on revient dans un instant avec un moment de détente absolue. C'est le qui c'est qui l'a dit, enfin ça dépend par quel bout on le prend. Who said what? Who said who? Voilà, exactement. Who said who? Said et what? on fait une petite pause et on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 18h, 19 Oh oui, 19. D'accord. Moi, Vous je préférez 19 jusqu'à 19. Moi je voulais voulais proposer 17, mais bon, de toute façon c'est déjà passé, donc ce sera 19. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai.